Parfois, s'il fallait s'étonner que sa survie en tant que station balnéaire ait toujours été aussi précaire, il aurait mieux valu la baptiser carrément Arctique Sud et tirer l'échelle. Soames traversait lentement Boréas en cette belle matinée d'avril. Tout le monde roulait lentement à Boréas. Ses rues étaient étroites. Même Bay Street, son artère principale, était difficile à emprunter quand des voitures stationnaient de chaque côté et quiconque passait en ville plus d'un après-midi pluvieux apprenait à rabattre ses rétroviseurs latéraux s'il voulait les retrouver intacts à son retour. De plus, la police locale n'aimait rien tant qu'atteindre son quota de PV en arrêtant les automobilistes qui roulaient un poil au-dessus de la limite de vitesse. Cette sage conduite tenait peut-être à l'héritage allemand ultérieur de Boréas, qui encourageait un certain sens de l'ordre et le respect de la loi. Des luthériens allemands s'étaient installés dans le Maine au milieu du XVIIIe siècle, fondant ce qui était maintenant Waldoboro, mais qu'on appelait à l'époque Broad Bay. On leur avait promis des maisons, une église et des vivres, ils n'en avaient jamais vu la couleur et s'étaient retrouvés échoués dans une contrée hostile. Ils avaient dû bâtir des abris provisoires, chasser le gibier local, et les plus faibles d'entre eux n'avaient pas survécu au premier hiver. Plus tard, ils s'étaient battus contre les Français et les Indiens, puis les communautés s'étaient divisées pendant la guerre d'indépendance entre ceux qui se joignaient aux Américains pour la cause de la liberté et ceux qui répugnaient à briser leur serment d'allégeance à la couronne britannique. Les Allemands étaient alors solidement établis dans le Maine. Vers la fin du XIXe siècle, une poignée d'entre eux étaient venus à Boréas. Ils avaient évincé les Grecs et ils y vivaient toujours depuis. Les listes électorales de la ville s'enorgueillissaient d'Ackermann, de Baumgartner, de Weber, de Kuster, de Vogel et de Wechsler. Plus bas sur la côte, à Pirna, qui tirait son nom de la petite ville de Saxe d'où provenaient ses nostalgiques fondateurs, on trouvait encore des Allemands et même un petit nombre de Juifs, un saupoudrage d'Arnstein, de Bingen, de Leven, de Rossmann et de Waxman. Soames, d'origine anglaise par son arrière-arrière-grand-père et galloise par son arrière-arrière-grand-mère, pour quelque obscure raison personne dans la famille n'aimait évoquer la branche galloise, les considérait tous du même œil, des clients potentiels, même s'il se rappelait l'opinion bien arrêtée de son grand-père sur les Allemands, conséquence de la pénible expérience de son arrière-grand-père pendant la Première Guerre mondiale et de ses propres souvenirs de la Seconde. Se faire tirer dessus pendant des années par des types d'un même pays n'aide pas à avoir d'eux une vision positive. Soames laissa Bay Street derrière lui et tourna dans Burgess Road, fit halte devant le Selmaker. Porte close, pas un signe de vie. Il avait déjà proposé au Tabor de s'occuper de la vente et Frank avait promis de le rappeler dans la journée. Le Selmaker manquerait à l'agent immobilier. Son bar était accueillant et il aimait y discuter le bout de gras avec Donna Burton qui le tenait le mardi, le mercredi et tous les week-ends. C'était le genre de divorcée enjôleuse qui assurait le retour de la clientèle, enfin celle des hommes, les femmes étant moins sensibles à ses charmes et curieusement peu disposées à ce que leur mari ou leur petit ami passent un moment sans elle au Selmaker en présence de la barmaid. Soames ignorait ce que Donna ferait maintenant que l'hôtel fermait. Elle vivait à Pirna, où elle travaillait comme secrétaire, et son emploi à temps partiel au Selmaker pendant l'été faisait la différence entre un hiver bien au chaud et une saison frisquette, où il lui aurait fallu régler le thermostat à quelques degrés de moins. Fred Hamsel, le patron du Blackbird Bar and Grill, la ferait peut-être travailler quelques heures si sa femme Erika le lui permettait. Donna amènerait ses clients du Selmaker et Fred pourrait faire concurrence au Brick House. Soames en toucherait un mot à Fred pour qu'il aborde la question avec Erika. Madame Hamsel avait peut-être la tête de quelqu'un à qui on avait souvent claqué la porte au nez et le tempérament qui allait de pair, mais elle était loin d'être bête dès lors qu'il s'agissait d'argent. Qui sait, rêvassait Soames. Quand Donna apprendrait les efforts qu'il avait déployés pour elle, elle serait peut-être même disposée à l'en récompenser par des délices charnelles. Il avait longuement songé à ce qu'une nuit avec Donna Burton pouvait offrir de délices charnelles. Ces folles pensées l'avaient soutenu pendant les années moribondes de son mariage. Redevenu célibataire, il avait fait le siège de Donna pendant 2 étés avec une obstination qui aurait fait honte à l'armée grecque devant Troie.
Il n'avait pas encore réussi à briser ses défenses, et Fred Hamsel était peut-être celui qui lui ouvrirait une brèche dans la muraille. Si ça ne marchait pas, Soames devrait trouver un moyen de se cacher dans un cheval de bois et payer quelqu'un pour qu'il le laisse devant le perron de Donna. Soames roula jusqu'à ce que les maisons commencent à s'espacer et que les limites deviennent floues entre Boreas et le petit village voisin de Gratton, au nord. Les deux communes partageaient des ressources et des services, entre autres une police, principalement parce que, comparé à Gratton, Boreas faisait figure de métropole et que les lignes tracées sur les cartes n'étaient là que pour information. Boreas prêtait aussi ses policiers à Pirna, au sud, et à Humble et à Tunis, à l'ouest, guère plus que des hameaux regroupant quelques maisons et des granges délabrées. Presque tous les habitants des alentours se rendaient à Boreas et à Pirna pour leurs affaires, et les 5 communes s'étaient réunies en un seul conseil municipal où Soames siégeait. Les séances bimensuelles, tenues le premier et le 3e mercredi, tendaient à être fort animées. Les impôts fonciers étaient plus élevés à Boreas qu'ailleurs, et ceux de ses habitants qui s'offusquaient de voir leurs dollars engloutis dans le réseau d'égouts de Humble ou la voirie de Tunis maudissaient à voix basse le socialisme. Soames tourna à droite dans Tollens Lane, qui descendait en serpentant jusqu'à la Green Heron Bay, la plus obscure des criques de la péninsule. Elle était longue, abritée par de hautes dunes, et quelque chose dans son orientation la rendait particulièrement exposée au vent de mer, de sorte que ce qui semblait une brise relativement modeste dans une maison de la côte donnait ici l'impression de se tenir à la proue d'un navire en pleine tempête. Il y faisait toujours 2 ou 3 degrés de moins qu'à Boreas, comme si l'hiver avait choisi cet endroit pour y laisser un rappel de son retour inéluctable. Les touristes s'y risquaient rarement, à l'exception de quelques rares ornithologues amateurs généralement déçus par l'absence de hérons, vers ou autres. La petite baie ne comptait que 2 habitations, toutes 2 d'anciennes maisons de vacances, l'une achetée sur un coup de tête dont le propriétaire se repentait encore, l'autre étant un héritage familial qui n'avait jamais été apprécié ni utilisé après la lecture du testament. Soames avait longtemps désespéré de vendre ou même de louer l'une ou l'autre, et il avait été à la fois surpris et soulagé lorsqu'elles avaient toutes 2 attiré des occupants à quelques semaines d'intervalle, même si le plaisir de procurer enfin un revenu à ses clients et un pourcentage mensuel pour lui-même se trouvait légèrement tempéré par l'identité d'un des locataires. Naturellement, Soames avait appris par les médias qui était le nommé Charlie Parker, et ce, avant même les blessures par balle et la convalescence qui l'avaient finalement conduit à Boreas. L'agent immobilier comptait quelques amis et d'anciens clients tant dans la police de Bangor que dans celle de l'État du Maine, et il avait eu vent de ragots de comptoir que la presse n'avait jamais publiés concernant le passé de cet homme. Si Parker ne créait pas lui-même les ennuis, il semblait à tout le moins les attirer. Les premières démarches pour louer la maison avaient été faites par une avocate de South Freeport, Amy Price, qui avait expliqué à Soames qu'un de ses clients avait besoin de tranquillité et de calme afin de se remettre d'un traumatisme récent. Price était venue à Boreas pour voir la maison, elle avait estimé qu'elle correspondait aux besoins de son client et avait signé le bail, le tout en une seule matinée. À côté de la négociation qu'elle lui avait imposée, les réunions du conseil municipal auraient paru somnolentes et Soames en était sorti épuisé et meurtri. Il s'était même tâté le poignet pour vérifier que Price ne lui avait pas en plus volé sa montre. Ce fut seulement après la signature du bail à l'agence que Price avait mentionné le nom de son client, Charlie Parker. Soames se rappelait parfaitement la scène. « Parker, comme le détective privé ?» fit l'agent immobilier en regardant l'encre sécher sur le document. « Celui qui s'est fait canarder ?»« Oui, il y a un problème ?» Soames réfléchit. Il n'y aurait un problème que si les types qui avaient tenté de tuer Parker récidivaient. La maison avait déjà été assez difficile à louer comme ça. Les propriétaires feraient aussi bien d'y mettre le feu si elle devenait le théâtre d'une exécution. Cela lui coûterait probablement aussi son siège au conseil municipal. Soames verrait s'effondrer sa cote de popularité si ces critères laxistes contribuaient à rendre Boreas célèbre pour autre chose que les crèmes glacées du Forest et les crevettes à l'étouffée du Crawleys. Le slogan peint au-dessus de la porte
La meilleure cuisine.